3 heures du matin. Le silence de la bibliothèque universitaire Saint-Germain enveloppe chaque recoin comme une couverture de velours noir. Seule la lumière dorée des lampes de lecture perce l'obscurité, créant des îlots de chaleur dans cette cathédrale du savoir. L'odeur familière des livres anciens flotte dans l'air, ce mélange de papier vieilli, de cuir patiné et de poussière qui raconte 1000 histoires. Le parquet centenaire craque sous les pas mesurés d'un homme qui connaît chaque lame, chaque grincement. Thomas Dubois, 35 ans, concierge de nuit depuis 8 années, avance entre les rayonnages avec la précision d'un horloger. Ses cheveux bruns, soigneusement plaqués en arrière malgré l'heure tardive, reflètent la lumière ambrée. Sa barbe de 3 jours encadre un visage aux traits fins, mais marqué par l'expérience. Ses yeux bleus clairs scrutent méthodiquement chaque allée, chaque coin d'ombre. Son uniforme bleu marine, impeccablement ajusté sur sa silhouette athlétique, témoigne du respect qu'il porte à son travail. Pour certains, il n'est qu'un gardien. Pour lui, il est le protecteur silencieux de ce temple de la connaissance. Ses mains, larges et calleuses, effleurent délicatement les reliures anciennes au passage, comme on caresse le dos d'un chat endormi. La routine nocturne suit son cours habituel. Vérifier les issues, éteindre les lumières inutiles, s'assurer qu'aucun étudiant n'ait oublié d'affaires personnelles. Mais ce soir, quelque chose diffère. Une présence, subtile, presque imperceptible, mais bien réelle. Thomas s'immobilise, tous ses sens en alerte. Ses narines frémissent. Une fragrance inconnue se mêle à l'odeur des livres. Quelque chose de délicat, de féminin. Un parfum de jasmin estompé par la fatigue. Il avance vers la section des archives historiques, là où les plus anciens ouvrages reposent dans une pénombre respectueuse. Ses pas se font plus légers, instinctivement. Entre les rayonnages de philosophie médiévale et de littérature classique, une banquette de cuir bordeaux accueille habituellement les chercheurs studieux. Mais cette nuit, elle abrite un trésor inattendu. Une jeune femme dort, recroquevillée comme un enfant perdu. Son manteau de laine anthracite, usé au coude et effiloché à l'ourlet, l'enveloppe entièrement. Seule dépasse une cascade de cheveux châtains emmêlés et une main fine aux ongles rongés. Sa respiration, lente et profonde, soulève à peine sa poitrine. Dans son sommeil, ses traits se détendent, révélant un visage d'une beauté fragile, marqué par l'épuisement et l'inquiétude. Thomas demeure figé, partagé entre le devoir et la compassion. Le règlement est clair. Personne ne doit rester dans la bibliothèque après la fermeture. Mais quelque chose, dans cette silhouette endormie, éveille en lui un écho familier, douloureux et tendre à la fois. Ses yeux se voilent l'espace d'un instant. Le passé remonte à la surface, net comme une photographie. Marseille, 15 ans plus tôt. Sa sœur cadette, Marine, 16 ans à peine, tremblante sous la pluie de novembre. Elle avait fui la maison familiale après une dispute violente avec leur père alcoolique. Thomas, alors étudiant en droit, l'avait trouvée endormie sur un banc public, serrant contre elle un sac plastique contenant ses maigres affaires. Cette nuit-là, il avait renoncé à ses études pour travailler et offrir un toit à sa sœur. Il n'avait jamais regretté ce choix. Le visage de la jeune femme se crispe légèrement. Ses lèvres murmurent des mots inaudibles, fragments d'un rêve ou d'un cauchemar. Thomas tend l'oreille, captant des bribes de phrases. « Je n'ai rien fait, s'il vous plaît, laissez-moi partir. » Sa voix, même dans le sommeil, porte une détresse profonde qui serre le cœur du concierge. Il recule de quelques pas, réfléchissant. La jeune femme ne semble pas représenter de danger. Ses vêtements, bien que fatigués, sont de bonne qualité. Ses mains, malgré les ongles abîmés, portent les traces d'une éducation soignée. Ce n'est pas une sans-abri ordinaire. C'est quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui se cache. Thomas prend sa décision. Il étire sa veste sur le dossier d'une chaise voisine et s'éloigne silencieusement. Dans la réserve, il saisit une couverture de laine qu'il conserve pour les longues nuits d'hiver. Revenant sur ses pas, il l'étend délicatement sur la dormeuse. Elle ne bouge pas, mais un léger sourire étire ses lèvres, comme si elle percevait cette tendresse inconnue. Le concierge s'installe à distance respectueuse dans un fauteuil de lecture.
et observe cette apparition mystérieuse. La lumière tamisée sculpte ses traits, révélant une beauté mélancolique. Qui est-elle? Que fuit-elle? Pourquoi avoir choisi ce lieu pour refuge? Les heures s'égrènent dans un silence ouaté. Thomas sommeille par intermittence, un œil toujours ouvert, veillant sur cet inconnu comme un gardien bienveillant. À 6 heures, les premiers rayons de soleil filtrent à travers les vitraux colorés, peignant le sol de taches multicolores. L'aube ramène la vie à la bibliothèque. Bientôt, les premiers employés arriveront. La jeune femme s'agite. Ses paupières papillonnent, luttant contre le réveil. Thomas se lève discrètement, feignant de ranger des livres. Il l'observe du coin de l'œil, prêt à intervenir si elle panique. Soudain, elle ouvre les yeux. Des yeux verts, immenses, emplis d'une peur animale. Elle se redresse d'un bond, scrutant les alentours avec affolement. Son regard croise celui de Thomas. Pendant une seconde interminable, ils se dévisagent en silence. Elle semble prête à fuir, muscles tendus comme un ressort. « N'ayez pas peur », murmure Thomas d'une voix apaisante. « Vous êtes en sécurité ici. » Mais avant qu'elle puisse répondre, quelque chose attire son attention. Sur le sol, près de la banquette, un journal du matin a dû glisser du sac d'un lecteur matinal. La une s'étale sous ses yeux et son sang se glace. Un visage familier le fixe depuis la première page, celui de la jeune femme qui dort à quelques mètres de lui. Le titre, en gros caractères noirs, résonne comme un coup de tonnerre. Recherché, Claire Moncler, témoin clé dans l'affaire de corruption sénatoriale. Thomas sent son monde basculer. Cet inconnu qui l'a protégé instinctivement, cette âme en détresse qui a éveillé sa compassion, est recherché par la police. Ses mains tremblent imperceptiblement tandis qu'il replie le journal, le dissimulant sous une pile de documents. Mais une question demeure, lancinante. Est-elle coupable ou simplement prise au piège d'un système qui la dépasse? Dans ses yeux verts, Thomas n'a lu que peur et innocence, pas la froideur calculatrice d'une criminelle. La jeune femme, Claire, l'observe maintenant avec méfiance, sentant que quelque chose a changé dans l'attitude du concierge. Elle resserre son manteau autour d'elle, prête à bondir vers la sortie. Mais Thomas, maîtrisant ses émotions, lui adresse un sourire rassurant. « Le café de la machine n'est pas terrible, mais il réveille », dit-il simplement, comme si de rien n'était. « Vous en voulez une tasse ?» Cette proposition anodine dissimule une décision lourde de conséquences. Thomas vient de choisir son camp. Sans connaître l'histoire complète, sans certitude sur l'innocence de cette femme, il a décidé de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être parce qu'elle lui rappelle sa sœur. Peut-être parce que, dans ses yeux, il lit une vérité que les journaux ne sauraient traduire. Claire hésite, partagée entre reconnaissance et suspicion. Cet homme pourrait appeler la police, la livrer aux autorités. Mais quelque chose dans son regard, une douceur mêlée de détermination, la rassure malgré elle. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sent plus complètement seule face au monde entier. Le café de la machine n'est pas terrible, mais il réveille, répète Thomas d'une voix encore plus douce. Vous en voulez une tasse? Claire le dévisage longuement, scrutant chaque détail de son visage, comme si elle cherchait à percer son âme. Ses yeux verts, encore embués de sommeil et de méfiance, se posent sur les mains tendues du concierge. Ses mains larges et rassurantes qui n'ont fait aucun geste brusque, qui ont posé la couverture sur elle avec une délicatesse paternelle. « Je ne sais pas si je devrais, » murmure-t-elle enfin, sa voix brisée par l'épuisement. « Je ne voudrais pas vous causer d'ennui. » Thomas sent son cœur se serrer. Cette phrase confirme ses soupçons. Elle sait qu'elle est recherchée. Elle sait que sa présence ici pourrait compromettre ceux qui l'aident. Pourtant, cette considération pour autrui, même dans sa détresse, révèle une noblesse d'âme qui achève de convaincre le concierge de son innocence. « Les ennuis, mademoiselle, c'est mon quotidien depuis 8 ans dans cette bibliothèque », répond-il avec un sourire rassurant. « Un café en plus ou en moins ne changera rien à l'affaire. » Claire esquisse un faible sourire, le premier depuis son réveil. Cette petite victoire emplit Thomas d'une joie disproportionnée. Il s'éloigne vers la kitchenette du personnel, dissimulée derrière les archives administratives.
Le bruit familier de la machine à café résonne dans le silence matinal, ponctué par les premiers pas des employés qui arrivent au rez-de-chaussée. Pendant qu'il prépare les 2 tasses, Thomas réfléchit à toute vitesse. Dans quelques minutes, Madame Dubois, sa collègue du matin, aucun lien de parenté malgré l'homonymie, arrivera pour prendre son service. Il faut qu'il trouve un moyen de protéger Claire sans éveiller les soupçons. Mais d'abord, il doit gagner sa confiance. Il revient avec 2 tasses fumantes, celle destinée à Claire, ornée d'un petit croissant qu'il a déniché dans sa réserve personnelle. Ce geste, simple mais attentionné, fait trembler les lèvres de la jeune femme. Quand a-t-elle reçu de la gentillesse gratuite pour la dernière fois? « Merci », souffle-t-elle en acceptant la tasse. Ses mains tremblent légèrement, et Thomas remarque qu'elle a du mal à tenir convenablement la porcelaine chaude. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas mangé correctement? « Je m'appelle Thomas », dit-il en s'asseyant à distance respectueuse sur une chaise face à elle. « Thomas Dubois. Et vous, vous avez un nom ?» La question, pourtant anodine, fait tressaillir Claire. Elle baisse les yeux vers son café, comme si la réponse pouvait y apparaître. Mentir serait plus sûr, mais quelque chose dans le regard de cet homme l'encourage à la vérité, du moins une partie de la vérité. « Claire », finit-elle par murmurer. « Claire. Martin. » Le mensonge sur le nom de famille passe difficilement ses lèvres, mais Thomas fait mine de ne rien remarquer. Il a lu le journal, Claire Montclair, mais il respecte son besoin de se protéger, même maladroitement. « Vous êtes étudiante, Claire ?» Elle hoche doucement la tête, s'accrochant à ce demi-mensonge salvateur. « En histoire de l'art. 3e année. » Sa voix se raffermit peu à peu, retrouvant l'assurance d'une jeune femme cultivée. « J'adore cette bibliothèque. Les ouvrages sur l'art médiéval sont exceptionnels. » Thomas sourit. Au moins, cette partie semble vraie. « Vous vous intéressez à quelle période particulièrement ?»« Le gothique flamboyant, » répond Claire avec un enthousiasme soudain qui illumine ses traits fatigués. Cette façon dont les artistes ont réussi à faire danser la pierre, à lui donner une légèreté presque irréelle, c'est magique. Pendant quelques minutes, la conversation dérive vers l'art, les livres, la beauté des manuscrits enluminés. Claire se détend progressivement, oubliant momentanément ses peurs. Thomas l'observe, fasciné par cette métamorphose. Quand elle parle de ce qu'elle aime, ses yeux brillent d'une passion sincère, son visage s'anime, ses mains dessinent des formes gracieuses dans l'air. Elle redevient ce qu'elle devrait être, une jeune femme intelligente et passionnée, pas une fugitive traquée. Mais la réalité reprend vite ses droits. Des voix résonnent dans le hall d'entrée. Les premiers lecteurs de la journée. Claire se raidit instantanément, tous ses muscles tendus comme ceux d'un animal aux aguets. « Il faut que je parte !» chuchote-t-elle en se levant précipitamment. « Je ne peux pas rester ici plus longtemps. »« Attendez !» dit Thomas en se levant à son tour. « Où allez-vous aller ?» La question, simple et directe, frappe Claire de plein fouet. Où aller, en effet? Elle n'a plus de chez elle, plus d'amis en qui avoir confiance, plus de refuge sûr. Ses yeux se remplissent de larmes qu'elle tente désespérément de retenir. « Je ne sais pas, avoue-t-elle dans un souffle, mais je ne peux pas vous impliquer davantage. Vous avez déjà fait tellement... » « Écoutez-moi, » l'interrompt Thomas d'une voix ferme mais bienveillante. « Il y a une salle d'archives au sous-sol, dans l'aile est. Personne n'y va jamais, sauf pour des recherches très pointues. Vous pourriez vous y reposer aujourd'hui le temps de réfléchir à la suite. » Claire le regarde, incrédule. « Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez même pas. » Thomas réfléchit un instant avant de répondre. Comment expliquer cette compulsion à aider, cette certitude instinctive de son innocence? Comment parler de Marine, de cette nuit où un geste de compassion avait tout changé? Parce que parfois, mademoiselle, nous avons tous besoin qu'un inconnu nous tende la main, dit-il simplement. Et parce que je crois que vous n'avez rien fait de mal. Ces mots font l'effet d'une gifle à Claire. Depuis des semaines, elle n'entend que accusations, soupçons, condamnations, qu'un parfait inconnu puisse croire en son innocence sans même connaître son histoire, la bouleverse au-delà des mots. « Vous ne savez rien de moi »,
proteste-t-elle faiblement. Je sais que vous avez remercié pour un café et un croissant comme si c'était un festin royal, répond Thomas. Je sais que vous vous inquiétez de me causer des ennuis alors que vous êtes vous-même en danger, et je sais que quand vous parlez d'art, vos yeux s'illuminent comme ceux d'une enfant devant son premier sapin de Noël. Claire sent ses défenses s'effriter. Cet homme lit en elle comme dans un livre ouvert, mais sans jugement, avec une bienveillance qu'elle croyait disparue du monde. « D'accord, » murmure-t-elle. « Juste pour aujourd'hui. » Thomas lui indique le chemin vers les archives, gravant dans sa mémoire le code d'accès, les horaires de passage du personnel d'entretien, tous les détails qui permettront à Claire de rester invisible. Quand elle disparaît dans les profondeurs de la bibliothèque, il demeure seul avec ses questions et le journal froissé qui contient son visage. La matinée s'écoule dans une routine teintée d'inquiétude. Thomas accueille les lecteurs, répond aux questions, classe les retours, mais son esprit reste focalisé sur la jeune femme cachée au sous-sol. Vers 11 heures, alors qu'il effectue sa tournée habituelle, il découvre un détail qui confirme ses soupçons. Un exemplaire de L'art gothique en France, abandonné sur une table, ouvert à une page sur la Sainte-Chapelle. Claire a passé sa nuit à lire, même dans sa détresse. À 13 heures, l'incident qu'il redoutait se produit. Deux hommes en costume sombre franchissent les portes de la bibliothèque, leur allure martiale, tranchant, avec l'atmosphère studieuse du lieu. Des policiers, c'est évident. Ils se dirigent droit vers l'accueil, où Thomas classe méthodiquement des fiches de prêt. « Bonjour, monsieur », dit le plus âgé, un homme aux cheveux grisonnants et au regard acéré. « Inspecteur Moreau, police judiciaire. Voici mon collègue, l'inspecteur Durand. » Thomas lève les yeux avec l'expression polie, mais légèrement ennuyée de quelqu'un interrompu dans son travail. « Bonjour, messieurs, que puis-je pour vous ?»« Nous recherchons une jeune femme, » continue Moreau en sortant une photo de sa poche. « Claire Monclerc, 26 ans, elle pourrait avoir cherché refuge dans un lieu public comme celui-ci. » La photo que tend l'inspecteur montre Claire dans une robe élégante, souriante, méconnaissable, par rapport à la fugitive épuisée qu'il a trouvée cette nuit. Thomas examine le cliché avec l'attention professionnelle d'un employé consciencieux. « Non, je ne l'ai pas vue, » répond-il après quelques secondes. « Mais vous savez, nous recevons énormément de monde, surtout les étudiants. À quoi reconnaîtrait-on qu'elle se cache plutôt qu'elle étudie ?» La question, parfaitement logique, fait réfléchir les policiers. Durand, le plus jeune, consulte ses notes. Elle serait en état de stress important, éviterait le contact visuel, aurait une tenue négligée, et surtout elle chercherait à éviter les espaces ouverts, préférant les recoins discrets. Comme la moitié de nos étudiants en période d'examen, plaisante Thomas avec un sourire complice. « Sérieusement, si je la vois, je vous contacte immédiatement. Vous avez une carte ?» Moreau lui tend sa carte professionnelle, visiblement satisfait de cette coopération. « Merci de votre aide. Cette femme est impliquée dans une affaire grave de corruption politique. Il est important de la retrouver rapidement. »« Bien sûr, » acquiesce Thomas. « J'ouvrirai l'œil. » Les policiers repartent et Thomas sent ses jambes trembler légèrement. Il vient de mentir aux autorités, de faire obstruction à une enquête officielle. Mais en voyant la photo de Claire souriante, radieuse, il mesure l'abîme qui sépare cette image de la femme brisée qu'il a trouvée. Que lui est-il arrivé pour qu'elle change à ce point? L'après-midi s'étire, ponctué par des visites discrètes aux archives. Thomas apporte à Claire de quoi manger, des livres pour occuper son esprit, des nouvelles de l'extérieur. À chaque rencontre, ils parlent un peu plus, et le mystère de la jeune femme se dévoile par bribes. Elle évoque un fiancé puissant, influent, qui s'est révélé être un homme d'affaires corrompu. Elle parle de documents qu'elle a découverts par hasard, de menaces voilées puis explicites, de la fuite devenue inévitable quand elle a compris que son silence avait un prix qu'elle ne pouvait payer. « Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne », confie-t-elle en fin d'après-midi, blottie dans un coin de la salle d'archives, entourée de cartons poussiéreux et de registres centenaires. Mais quand j'ai vu ces factures, ces virements, j'ai réalisé que l'homme que j'aimais, que je croyais aimer, finançait ses projets avec de l'argent sale.
Thomas l'écoute sans l'interrompre, sentant qu'elle a besoin de se confesser après des semaines de silence forcé. Il m'a dit que je ne comprenais rien aux affaires, que ces documents étaient sortis de leur contexte, continue Claire, ses yeux verts voilés par les larmes. Mais quand j'ai menacé de tout révéler, son masque est tombé. Il m'a dit que j'étais déjà impliqué, que mon nom figurait sur certains contrats, que si je parlais, j'irais en prison avec lui. Et vous l'avez cru ? La lettre tremble entre les mains de Thomas comme une feuille d'automne. Chaque mot résonne dans son esprit avec la force d'un glas. Si vous lisez ceci, c'est que je n'aurais pas trouvé d'autre solution que le silence éternel. Mais la vérité ne doit pas mourir avec moi. Ces phrases, tracées de l'écriture élégante de Claire, révèlent l'ampleur de son désespoir et la noblesse tragique de son sacrifice annoncé. Thomas se précipite vers les archives, dévalant les escaliers 4 à 4. Son cœur bat si fort qu'il couvre presque le bruit de ses pas sur les marches de pierre. Il pousse la porte de la salle où Claire s'est réfugiée et la trouve assise contre un mur, genoux repliés contre sa poitrine, fixant le vide avec des yeux de statue. « Claire, dit-il d'une voix douce mais ferme, il faut qu'on parle. » Elle lève vers lui un regard éteint, celui de quelqu'un qui a déjà renoncé. « Vous avez trouvé ma lettre, constate-t-elle sans émotion. Je pensais l'avoir bien cachée. Ah, pas assez bien pour quelqu'un qui connaît cette bibliothèque par cœur, répond Thomas en s'agenouillant devant elle. Claire, regardez-moi. Elle obéit, et dans ses yeux verts, il lit une résignation qui lui fend le cœur. Vous ne comprenez pas, murmure-t-elle. Je suis fatiguée, fatiguée de fuir, fatiguée d'avoir peur, fatiguée d'être traquée comme un animal, et surtout fatiguée de voir des innocents souffrir à cause de moi. Vous pensez à moi? Entre autres. Vous avez menti à la police pour me protéger. Si on découvre que vous m'avez aidé, vous perdrez votre travail, peut-être pire. Je ne peux pas accepter ça. Thomas saisit délicatement les mains de Claire entre les siennes. Elles sont glacées, comme vidées de toute vie. Et si je vous disais qu'il existe une autre solution, une solution qui ne vous coûterait pas la vie et qui permettrait de révéler la vérité? Pour la première fois depuis des heures, une lueur d'intérêt traverse le regard de Claire. Laquelle? J'ai passé la nuit à réfléchir et à faire des recherches, explique Thomas. Édouard Castellane a des ennemis, des gens qui cherchent depuis longtemps à le faire tomber, mais ils n'ont jamais eu de preuves solides. Vous les avez. Des preuves sont sur une clé USB, cachée dans un endroit sûr. Mais même si je la remets à la justice, qui me dit qu'elle ne disparaîtra pas mystérieusement? Castellane a des amis partout. Thomas sourit, et ce sourire porte en lui l'espoir et la détermination. Pas partout. Il y a une journaliste, Sophie Mercier, du Monde investigatif. Elle enquête sur la corruption politique depuis 15 ans. Elle est intègre, courageuse, et elle a déjà fait tomber des gens bien plus puissants que Castellane. Claire secoue la tête. Même si elle publie l'enquête, Castellane trouvera un moyen de me faire taire. Il a trop à perdre. Pas si vous témoignez publiquement avant qu'il puisse réagir. Pas si votre histoire devient trop médiatisée pour qu'il puisse vous éliminer discrètement. L'idée fait son chemin dans l'esprit de Claire. Thomas la voit réfléchir, peser le pour et le contre, chercher les failles dans ce plan hasardeux. Et comment contacteriez-vous cette journaliste? Comment lui prouver que je dis la vérité? Laissez-moi m'en occuper, dit Thomas, avec une assurance qu'il ne ressent qu'à moitié. J'ai mes méthodes. Les heures qui suivent passent dans un tourbillon d'activités discrètes. Thomas utilise tous ses contacts, toutes ses ressources. Il appelle un ancien camarade d'université devenu avocat, qui connaît Sophie Mercier. Il photocopie des passages de la lettre de Claire, prend des photos de la clé USB qu'elle finit par lui confier après des heures d'hésitation. Sophie Mercier accepte de les rencontrer le soir même, dans un café discret du quartier latin. Une femme de 50 ans aux cheveux gris acier et aux yeux perçants, qui inspire confiance dès le premier regard. Elle écoute le récit de Claire sans l'interrompre, examine les documents avec l'œil exercé du professionnel. « C'est énorme », finit-elle par dire.
Si tout ceci est authentique, et j'ai toutes les raisons de le croire, nous tenons là l'affaire du siècle. Mais mademoiselle Moncler, vous rendez-vous compte des risques que vous prenez? Plus que si je me tais, répond Claire avec une détermination nouvelle. Thomas m'a fait comprendre que le silence ne me protégerait pas. Au contraire, il me rendrait plus vulnérable. Sophie se tourne vers Thomas. Et vous, monsieur Dubois, pourquoi vous impliquez-vous dans cette histoire? Thomas réfléchit un instant. Parce que parfois, madame, on rencontre quelqu'un qui a besoin d'aide, et qu'on ne peut pas passer son chemin en faisant semblant de ne rien voir, et parce que la vérité mérite qu'on se batte pour elle. La journaliste sourit. Bien. Voici ce que je propose. Je prépare l'article avec tous les éléments que vous m'avez fournis. Pendant ce temps, Claire, vous allez chez un huissier pour faire enregistrer votre témoignage complet. Cette déposition aura valeur légale et sera inattaquable. Ensuite, nous publions tous simultanément l'article, le témoignage, les preuves. Castellane n'aura pas le temps de réagir. Et après? Demande Claire, encore inquiète. Après, vous serez sous les feux de l'actualité. Et croyez-moi, un homme comme Castellane ne s'attaque jamais à quelqu'un qui fait la une des journaux. C'est trop risqué pour son image. Le plan se met en branle avec la précision d'une mécanique d'horlogerie. Thomas accompagne Claire chez l'huissier, lui tenant la main pendant qu'elle livre son témoignage détaillé. Il la voit trembler en évoquant les menaces de Castellane, se redresser en décrivant les preuves qu'elle détient, retrouver sa dignité en affirmant sa volonté de voir la justice triompher. Sophie Mercier travaille toute la nuit, vérifiant chaque information, recoupant chaque témoignage. À l'aube, son article est prêt, 15 pages d'enquête méticuleuse qui démontent, pièce par pièce, l'empire de corruption de Castellane. Le jeudi matin, l'affaire explose dans tous les médias. Corruption au sommet, un sénateur dans la tourmente, titre Le Monde investigatif en une. La photo de Claire, digne et déterminée, accompagne l'article principal. Son témoignage, retranscrit intégralement, fait l'effet d'une bombe. Dans la bibliothèque Saint-Germain, Thomas suit les événements à la télévision de la salle de repos. Les chaînes d'information en continu se relaient pour commenter l'affaire. Claire apparaît dans une interview en direct, calme et articulée, répondant aux questions avec une assurance retrouvée. « Je n'ai jamais cherché à nuire à M. Castellane », déclare-t-elle face aux caméras. « J'ai simplement refusé de fermer les yeux sur des actes répréhensibles. La vérité n'appartient à personne, elle appartient à tous. » Thomas sent sa gorge se serrer d'émotion. Cette femme brisée qu'il a trouvée endormie entre les livres 3 jours plus tôt est devenue une combattante de la liberté. Elle a choisi la lumière plutôt que l'ombre, la vérité plutôt que le mensonge, le courage plutôt que la résignation. Les événements s'enchaînent rapidement. Castellane est arrêté dans l'après-midi, ses comptes gelés, ses biens saisis. D'autres témoins sortent de l'ombre, encouragés par l'exemple de Claire. L'enquête révèle un réseau de corruption qui va bien au-delà du seul sénateur. Une semaine plus tard, Claire revient à la bibliothèque. Non plus comme une fugitive, mais comme une femme libre. Elle porte une robe simple mais élégante, ses cheveux brillent dans la lumière dorée des lampes, ses yeux verts pétillent de vie retrouvée. Thomas l'aperçoit depuis son poste d'accueil. Elle se dirige directement vers la section d'art médiéval, là où tout a commencé. Il la rejoint quelques minutes plus tard, le cœur battant comme celui d'un adolescent. « Bonjour Thomas », dit-elle avec un sourire radieux. « J'espère que je ne vous dérange pas dans votre travail. »« Jamais », répond-il, ému de la retrouver si différente, si vivante. « Comment allez-vous ?»« Bien, très bien même. Pour la première fois depuis des mois, je dors la nuit sans faire de cauchemar. Et j'ai une nouvelle à vous annoncer. » Elle sort de son sac une enveloppe officielle. « L'université m'a proposé de donner une conférence sur l'art gothique le mois prochain. Ici même, dans cette bibliothèque. Il semblerait que mon histoire ait inspiré des gens et qu'ils souhaitent m'entendre parler de ce que j'aime vraiment. » Thomas sent son cœur gonfler de fierté. « C'est merveilleux, Claire. Vous le méritez. Je le dois en grande partie à un certain concierge qui a cru en moi quand tout le monde me tournait le dos, » répond-elle en lui prenant la main.
Comment pourrais-je jamais vous remercier? En continuant à vivre, tout simplement, en étant heureuse. Ils restent ainsi quelques instants, main dans la main, au milieu des livres qui ont été témoins de leur rencontre. Puis, Claire se dirige vers sa banquette favorite, celle où Thomas l'a trouvée cette nuit-là. Elle s'assied et ouvre un livre d'art, mais cette fois, c'est pour le plaisir de la lecture, pas pour fuir la réalité. Thomas s'éloigne discrètement, reprenant son travail avec le sentiment du devoir accompli. Mais au moment où il va disparaître entre les rayonnages, la voix de Claire s'élève, douce et mélodieuse. Elle fredonne la même mélodie qu'elle murmurait dans son sommeil, cette nuit lointaine où leurs destins se sont croisés. Sauf que cette fois, ce n'est plus un murmure de détresse. C'est un chant de liberté, de gratitude, de renaissance. Thomas s'arrête et ferme les yeux, gravant ce moment dans sa mémoire. La compassion d'un inconnu a sauvé une vie. Et cette vie, libérée de ses chaînes, illumine désormais le monde de sa vérité retrouvée. Dans la bibliothèque Saint-Germain, entre les murs chargés de savoir et d'histoire, une nouvelle histoire vient de s'écrire. Une histoire de courage, de solidarité et d'espoir. Une histoire qui prouve que parfois, il suffit d'une main tendue dans l'obscurité pour que la lumière triomphe. Au début, oui, j'étais terrorisé, mais ensuite j'ai réalisé qu'il mentait. J'ai voulu me rendre à la police, tout expliquer, mais... Il avait des amis partout, des gens influents. Quand j'ai essayé de prendre rendez-vous au commissariat, on m'a dit que mon dossier était déjà ouvert, que j'étais recherché pour complicité. J'ai compris qu'il avait retourné la situation. Thomas sent la colère monter en lui. Cette histoire de manipulation, de chantage, de corruption résonne douloureusement avec son propre passé. Combien de fois a-t-il vu sa sœur Marine subir les manipulations d'hommes sans scrupules? Combien de fois a-t-il dû la protéger contre ceux qui profitaient de sa vulnérabilité? Comment s'appelle-t-il? Demande-t-il d'une voix dure. Édouard Castellane, murmure Claire. Sénateur, homme d'affaires, philanthrope officiel, sur le papier, un homme irréprochable. Thomas grave ce nom dans sa mémoire. Ce soir, il fera ses propres recherches. La nuit tombe sur la bibliothèque et avec elle, l'heure du changement d'équipe. Thomas prépare discrètement de quoi permettre à Claire de passer une nuit confortable dans sa cachette. Mais alors qu'il s'apprête à descendre aux archives, il fait une découverte troublante. Dans un exemplaire de Histoire de l'art français qu'il avait prêté à Claire dans l'après-midi, une enveloppe dépasse légèrement des pages. Une enveloppe qui ne lui appartient pas. Avec des précautions infinies, il l'extrait du livre et examine son contenu. C'est une lettre manuscrite, rédigée de l'écriture élégante de Claire. Une lettre adressée à « mes parents bien-aimés », dans laquelle elle explique sa situation, exprime ses regrets et révèle l'emplacement d'une clé USB contenant toutes les preuves de la corruption de Castellane. Une lettre d'adieu, rédigée par quelqu'un qui ne compte pas survivre à cette histoire. Thomas Sanson sent se glacer. Claire n'envisage pas seulement de fuir, elle envisage de mourir pour que la vérité éclate. Cette découverte change tout. Il ne s'agit plus seulement de protéger une fugitive innocente, il s'agit de sauver une vie.